Dans une période où l'on s'interroge sur les réponses à apporter à une crise où le capitalisme montre à la fois sa domination et son épuisement, une question nous taraude. Une autre économie est-elle possible? Une économie plus soucieuse de l'intérêt général et des biens communs? C'est la question qu'on va poser à nos 3 nouveaux invités avec Jade. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Almandine Albizati, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable des relations institutionnelles de la NEF. Alors, la NEF, à l'origine, la nouvelle économie fraternelle. Oui. Tout un programme dans son titre. Banque éthique, coopérative bancaire unique, née dans la métropole lyonnaise. À Lyon. Donc, on va raconter tout ça. Également avec nous, Béatrice Barras. Vous êtes cofondatrice de Ardelaine, une SCOP qui est spécialisée dans le textile et toute la filière du textile, c'est-à-dire la tonte, le cardage, le filage, le tissage, toute la filière laine, depuis 1982. Et 30 ans plus tard, votre SCOP compte aujourd'hui 50 salariés coopérateurs. C'est vraiment une histoire hyper intéressante sur laquelle on va vous interroger. Et enfin, Vincent Echduc. Bonjour. Bonsoir. Alors, tout à fait un autre univers. Vous êtes le cofondateur de Make Sense, donc faire sens en anglais, qui est une plateforme communautaire, comme on dit, en ligne, qui rassemble 15 000 bénévoles et qui épaule des startups du social business. Donc, voilà, plein de mots à décrypter et à expliquer dans cette discussion. Et en particulier, pour peut-être vous situer plus précisément, l'une de vos dernières initiatives, c'est un webdoc, Waynak, où es-tu, en arabe, dont vous pouvez peut-être dire quelques mots pour commencer. Bonjour, très content d'être avec vous ce soir. Enchanté. Waynak, en fait, déjà juste pour reprendre un petit peu Make Sense, en fait, ce qui correspond complètement en fait, au sujet de ce soir, parce que l'ONU a défini 17 objectifs qu'on doit résoudre d'ici 2030, qui sont les objectifs du développement durable. Donc du coup, ces grands problèmes sont très très grands, en fait, ils sont très bien définis, mais ils restent trop grands pour que les gens qui ont envie de s'impliquer puissent s'impliquer vraiment dessus. Donc du coup, ce qu'on fait, c'est que nous, à Make Sense, en fait, on les découpe en petits challenges compréhensibles sur lesquels on va pouvoir mettre en avant des entrepreneurs sociaux qui, eux, travaillent en plein sur la résolution d'une partie de ce grand problème. Les citoyens, ensuite, via différentes méthodes justement d'innovation, différents ateliers, différents programmes, vont pouvoir concrètement s'impliquer auprès de ces entrepreneurs pour résoudre une partie des grands enjeux. Et donc, du coup, il y a quelques années, donc, la communauté Make Sense en fait, a commencé à se mobiliser pour la question de l'intégration des réfugiés, notamment en Allemagne. Et à l'issue de ça, en fait, donc, des gens sont partis en fait, sur la route pour découvrir plein d'autres innovations sociales en lien avec cette intégration. Et donc ça a donné finalement, en fait, 3 ans plus tard, un documentaire qui est Waynak, donc Où es-tu ? Parce qu'on se demandait justement comment est-ce que du coup on peut raconter différemment la crise des réfugiés et raconter justement différemment les enjeux auxquels on est confronté sur cette intégration. Et donc, super concrètement, c'est donc 6 épisodes qui ont été tournés au Proche-Orient et en Europe sur des solutions à la crise des réfugiés, pour répondre aux 3 grands enjeux auxquels on est confrontés. Comment garantir par voie légale un voyage sécurisé pour les personnes qui se déplacent, parce qu'une personne sur 113 est contrainte de quitter son habitat à cause de la guerre ou de l'environnement. Comment est-ce que du coup, en arrivant dans un pays, donc sur le très court terme, on apporte justement, on répond aux informations de base, aux besoins de base, et sur le long terme, comment est-ce que du coup, on garantit une inclusion sociale via des opportunités économiques. Donc du coup, tous ces 6 épisodes sont concentrés sur ces grands challenges et sont directement reliés à une campagne qui permet aux gens de directement passer du contenu à l'action en découvrant en ligne en fait les épisodes qui sont eux-mêmes reliés avec une géolocalisation à des entrepreneurs et des organisations citoyennes dans la ville pour que les gens puissent s'impliquer dessus via les outils de Make Sense, donc ces ateliers d'innovation pour aider ces gens à s'impliquer. Par exemple, quoi, pour les accueillir chez soi, pour les accueillir chez soi, ou alors du coup un projet de festival, donc le Refugee Food Festival, qui en fait garantit de la création d'emplois en mettant en avant des chefs dans des restaurants parisiens, à Strasbourg et bientôt partout en Europe, pour que les gens découvrent en fait 1 la culture, 2 découvrent une histoire et 3 le fassent par la cuisine, ou alors les cuistots migrateurs, justement qui pareil également, je pense que vous en avez entendu parler. Donc toutes ces initiatives, ça comme les solutions digitales, pour permettre aux gens donc vraiment de découvrir des projets locaux pour qu'ils puissent s'impliquer dessus après avoir compris les enjeux globaux. Voilà.
C'était peut-être un peu long, je suis désolé. Non, pas du tout. Non, mais c'est vraiment très, très intéressant. Et c'est vrai que on voit bien, il y a une dimension hyper contemporaine, enfin très, très moderne. Là, ce que vous pouvez faire aujourd'hui avec ces outils numériques, il y a quelques années, c'était pas possible. Et je trouve très intéressant de vous entendre et d'entendre à côté Béatrice Barras, puisque vous, votre scope Ardelaine, je le disais il y a quelques minutes, s'est créé au début des années 80. Au début des années 80, dans un contexte qu'il faut quand même rappeler, qui était un contexte de désindustrialisation massif et terrible et tellement destructeur, notamment dans le secteur textile. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment Ardelaine, comment votre scope a trouvé des systèmes économiques alternatifs qui lui ont permis de tenir et même de développer son activité dans ce contexte-là? Nous, on est arrivés sur une friche, non pas industrielle, mais pré-industrielle. Donc, c'est une ancienne filature de laine qui s'était arrêtée dans les années 60 et qui appartenait à ce monde d'autrefois où on utilisait les laines locales et on commercialisait à 50 km à la ronde. Et puis, bien sûr, il y a eu le développement industriel. Et nous, jeunes des années du début des post-industriels, on découvre une friche pré-industrielle et on a un coup de cœur. Enfin bon, il y a des rencontres, il y a des opportunités, on va dire, puisqu'on était aussi des jeunes en recherche. D'une part, on était issus des chantiers de jeunes et on avait vécu aussi la coopération dans ces chantiers et on s'était dit, bon, on va peut-être essayer de faire ça aussi dans la vraie vie, quoi, hein, pas pendant les vacances, sans avoir à payer des salaires, etc. Mais on va essayer de travailler autrement, monter un projet qui quelque part participe à la revitalisation rurale, parce que nous, dans l'arrière-pays ardéchois, on était vraiment dans la phase vraiment aussi de désertification et de vieillissement de la population impressionnant. Et puis aussi, on était très écolo, on voulait produire autrement. Voilà. Et donc, on s'est dit, on va essayer. On a mis 7 ans à préparer le projet. Et en 82, on a créé l'entreprise, la coopérative, parce que c'était un projet collectif, d'une part. Et puis aussi, on ne s'est pas dit, on va refaire une filature de laine. On savait bien que les filatures de laine, ça marchait en numérique. Voilà. On ne va pas uniquement faire de l'artisanat créatif. On sait que ça ne va pas créer de la dynamique économique locale. Nous, on avait vraiment qu'on avait compris que si on voulait du développement local, il fallait générer de l'économie, mais pas que pour un salaire difficilement à payer, quoi. Donc on s'est dit, on va restructurer une filière laine locale. Et restructurer une filière laine, ça veut dire qu'il faut s'occuper des approvisionnements. Donc, il faut aller tondre les moutons, étriller la laine et essayer de dialoguer avec les éleveurs qui produisent aussi cette laine pour qu'elle soit de bonne qualité, etc. Ensuite, il faut laver. Enfin, il y a beaucoup d'opérations. Il faut transformer cette laine en produits. Ces produits, ensuite, il faut les commercialiser. Et ensuite, donc, il faut aussi gérer l'entreprise, il faut aussi, etc., etc. Et donc, c'est ce qu'on a monté petit à petit, toute cette filière, en essayant de rapprocher le plus possible les fournisseurs de matières premières et les clients, qui sont aussi des clients solidaires, aussi, qui comprennent aussi ce projet. Et dialoguer aussi sur la répartition économique à l'intérieur de la filière. On sait très bien, c'est un secret pour personne, que les producteurs de matières premières sont les plus écrasés dans le modèle économique. Ceux qui transforment, ils sont bien pressurisés aussi. Et puis la marge, voilà, c'est le commercial qui mange tout, quoi, hein, et qui profite de tout surtout. Et donc dans notre modèle à nous, en fait, il y a... Pourquoi on peut faire des produits textiles et les commercialiser en France, fabriquer d'une manière artisanale avec des gens qui n'ont pas des chronomètres accrochés derrière le dos et qui ne peuvent pas aller épicer. Enfin, bon, on connaît le système.
Eh bien, en fait, c'est en répartissant différemment la filière. C'est-à-dire que les commerciaux chez nous ne gagnent pas plus que les gens qui tournent les moutons, etc. L'écart de Voilà. salaire entre vos métiers? Alors, entre Vous nos disiez- métiers, nous, l'écart de salaire, en fait, nous, c'est une victoire quand on arrive à créer un emploi. Donc, on n'a jamais cessé d'en créer, en fait, en 30 ans. En fait, chaque année, c'est plus 1, plus 2, plus 1,5, plus 2, plus 1, plus 1. Enfin, c'est une espèce de... comme ça, jusqu'à... Bon, on est 40 ETP maintenant, ça représente une cinquantaine de Emploi à temps personnes. plein. Voilà, parce qu'on est toujours en dynamique de développement, en dynamique de progrès aussi. Et donc, on n'a jamais eu le temps de penser à augmenter nos salaires. Donc, l'écart est de 1,2. 1,2 entre... Voilà, c'est quasiment identique quoi, à tous c'est les salaire métiers. égal, Entre tous les pratiquement. Enfin, compris on entre hommes et considère femmes. que chacun est utile. Nous sommes tous interdépendants, d'ailleurs. S'il y en a un qui ne fait pas le boulot, les autres, ça ne va pas le faire. Donc, on est tous aussi utiles à l'entreprise et utiles à notre projet, quoi. Et très concrètement, si j'ai bien compris, votre système, une des clés, c'est la vente directe. Oui. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi? Est-ce que cette forme-là est aussi indispensable au fonctionnement de votre coopérative? C'est indispensable parce que, comme je vous expliquais tout à l'heure, nous, notre production coûte cher, forcément. Et en plus, avec des process écologiques, etc., tout ça, ça coûte très cher, évidemment. On est dans un monde où, en face, on a le Bangladesh, la Chine. C'est pas les mêmes, la même donne. Même conditions de voilà, travail, c'est pas de les- production, de revenus. Ni de revenus, ni etc. Et donc, en réalité, c'est en vendant en vente directe qu'on peut tenir le modèle. On ne pourrait pas que produire, par exemple. Ou alors, je ne sais pas comment dire, on va délocaliser parce que sinon, ça ne va pas être possible. Donc, c'est en commercialisant directement, en profitant quelque part de la marge commerciale, aide à payer la production, aide à payer une meilleure rémunération pour les éleveurs. Voilà, c'est tout. Enfin, on fait descendre la pyramide, on la fait descendre vers les producteurs, vers les fournisseurs de matières premières. Alors, Amandine Albizati, la nef pourrait très bien être la banque de la SCOP Ardelaine. Je ne sais pas, peut-être que... Mais la nef et la banque de Eh bien, voyez. la SCOP Ardelaine. Donc, une banque éthique. Alors, on pourrait se dire a priori qu'une banque ne peut pas être éthique, mais ici, en l'occurrence aussi. Donc, c'est la première banque éthique française. Dans un marché français bancaire très, très concentré, comment devenir significatif ? Alors, effectivement, aujourd'hui, on est minuscule. Est-ce que, on peut devenir significatif de plusieurs manières. Déjà, en étant aussi pionnier et en étant un modèle qui peut être soit réplicable, mais aussi qui fait de la contagion, y compris même chez les banques classiques, puisque aujourd'hui, elles commencent toutes à développer des produits de ce qui s'appelle l'épargne solidaire, de partage, on peut partager ses intérêts, etc. Mais clairement, aujourd'hui, la nef se démarque encore fortement du paysage bancaire. Donc on est une petite coopérative qui existe depuis près de 30 ans. Et qui, donc, pour parler simplement, donc, toute personne peut déposer son argent à la nef, son épargne, et avec cette épargne, on finance exclusivement des projets qui créent de la valeur sociale et écologique. Donc, c'est aussi déjà ce exclusivement qui fait différence. Et donc jusqu'à présent, ce métier on le fait depuis longtemps, et puis ce qui a changé depuis l'année dernière, c'est l'extension de notre agrément. Donc jusqu'à présent, on collectait de l'épargne à travers des parts sociales et des comptes à terme, et depuis l'an dernier, on peut ouvrir un livret bancaire à la nef, de l'épargne liquide. Et donc, on a ouvert le livret nef, on a collecté 75 millions d'euros. 6 000 personnes ont ouvert leur livret ces derniers mois. Et puis, de l'autre côté, l'extension de notre agrément, c'est le fait que jusqu'à présent, on finançait des entreprises et des associations à travers des prêts moyen terme. Et aujourd'hui, on peut les accompagner sur leurs besoins de court terme, et y compris leur ouvrir des comptes courants.
Donc tout ça est l'ANF est en transformation et se développe vers une banque éthique de plein exercice au service de la transition écologique et sociale. Et comment, alors ça c'est une question que je pose à tous les trois, même si vos modèles sont radicalement différents les uns des autres, mais comment essaimer, comment faire système, même si souvent, je pense à vous, vous êtes en circuit court. Est-ce que la SCOP Ardeleine, ça marche parce que c'est marginal, parce que c'est en circuit court ou est-ce qu'on pourrait imaginer dupliquer une autre SCOP Ardeleine, je ne sais pas, dans le nord de la France qui est un bassin industriel sinistré où le textile a rendu l'âme il y a quelques décennies maintenant. Nord-de-Laine a essayé, d'ailleurs, exister. Voilà, c'est pas facile. Mais il y a actuellement un foisonnement d'initiatives parce que, en fait, il y a énormément de gens qui, comme nous, il y a 30 ans, ne supportent pas que les éleveurs soient obligés de jeter leur laine parce que, actuellement en France, mais aussi dans toute l'Europe, la laine ne trouve plus d'acheteurs donc on doit jeter la laine. La laine, c'est une fibre merveilleuse. On a mis des millions d'années pour arriver à 10 000 ans, hein, c'est des milliers d'années, à la travailler. C'est vraiment une fabrication. Hein, c'est au départ c'est naturel, mais après ça a été vraiment développé par l'homme. Et aujourd'hui on la jette, quoi. Enfin nous c'était notre première réaction. On a vu des toisons jetées sur un tas de fumier. On a dit mais la laine, comment on peut jeter, quoi, notre société. Et il y a beaucoup de gens qui réagissent là-dessus et qui essayent beaucoup d'initiatives, alors soit artisanales, soit plus développées. Voilà, la laine, ça fait partie de notre patrimoine et ça suscite beaucoup d'initiatives. J'ai envie de vous demander, parce qu'on est sur un modèle de SCOP, si la loi de 2014 sur l'économie sociale et solidaire, qui a enfin permis de donner un cadre à un secteur qui était jusque-là pas du tout défini et qui regroupait donc des coopératives, des mutuelles, des associations. Est-ce qu'elle a changé quelque chose pour vous, cette loi? C'est donc, rapidement pour rappeler, c'est peut-être la loi, le chantier significatif de Benoît Hamon, qui est aujourd'hui le candidat PS à la présidentielle, un des rares chantiers significatifs qu'il a laissé durant son passage au ministère de l'économie sociale et solidaire entre 2012 et 2014. En ce qui nous concerne, en ce qui concerne les SCOP qui existaient avant, ça n'a pas changé grand-chose. Les SCOP, d'abord, c'est très ancien. Bien sûr. Et donc, ça n'a pas modifié. Ça facilite le démarrage en SCOP, effectivement. Des nouveaux... ça laisse du temps pour amener du capital, etc. Ça permet... Enfin, voilà. Avant, dans les rapports... Mais, les SCOP, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps et qui actuellement se développe bien, parce que ça répond aussi à une envie de travailler autrement, de travailler de manière plus collaborative, plus coopérative, et aussi répartir les richesses autrement, quoi. Bien sûr. Du coup, on en revient à ma question que je vous posais à tous les trois, qui était donc comment essaimer et faire des... Alors... donc déjà, pour donner un peu le cadre, tout à l'heure, on parlait de réglementation, je crois, avec envie, avec énergie partagée. Avec énergie partagée, donc, parce que énergie partagée déjà exerce un métier déjà financier. Je pense que le secteur bancaire, c'est un peu le must de la réglementation et du côté du caractère normatif de la régulation. Donc, c'est très bien de protéger l'épargnant, de réguler, mais les contraintes sont extrêmement fortes en termes d'audit, de contrôle, de reporting et demandent des investissements aussi forts pour les tout petits que pour les gros. Donc ça, ce contexte de régulation bancaire fait que c'est pas si facile d'essaimer
Et donc la nef le vit, ça fait donc 30 ans que la nef a ce projet de se transformer en banque et c'est maintenant que c'est en train d'arriver, mais avec donc des contraintes de système d'information, des choses qui sont très fortes. Et donc on peut financer ce que nous souhaitons financer, c'est-à-dire la création d'activités, l'innovation sociale, c'est donc des agriculteurs en AMAP, des coopératives d'emploi et d'activité, des énergies renouvelables mais citoyennes, donc portées par des habitants, etc. C'est des choses qui, pour le régulateur, sont compliquées à comprendre. Et de la même façon, comprendre que des épargnants ne sont pas uniquement intéressés par l'intérêt de leur épargne, ça aussi, c'est pour l'autorité des marchés, c'est pas évident. Donc du coup, il y a un plaidoyer fort à faire et aussi faire la preuve en fait que ce qu'on fait, c'est tout à fait crédible et solide. Et donc, ces dernières années, il y a un certain nombre de réseaux de l'économie sociale qui se sont dit « Ah, moi, j'ai plus de subventions, je vais peut-être m'appuyer sur les citoyens ». Et en même temps, il y a les citoyens qui ont envie d'être partie prenante de la transition. Et donc, du coup, il y a des nouveaux modèles qui se créent comme ça. Donc, il ne va pas y avoir plein de petites nouvelles banques comme la nef. Mais par contre, il y a des initiatives de collecte citoyenne, donc de créer des fonds citoyens. Et donc, il commence à y avoir une richesse. On n'est plus obligé de mettre son argent dans une banque. On peut aussi le mettre directement à énergie partagée, pour le foncier agricole à Terre de Liens, ou pour l'habitat très social chez la Fondation Abbé Pierre, etc. Enfin, il y a vraiment une richesse aujourd'hui du paysage de la finance solidaire. Vous, Vincent Hduc, comment à Make Sense vous faites pour passer un petit peu d'une organisation citoyenne à une organisation plus mature au sens où, avec un modèle économique viable? En fait, au-delà de Make Sense, de ce que j'entends, il y a un vrai enjeu dans l'innovation sociale. Ce qui vient d'être évoqué, c'est le passage à l'échelle. En fait, ce passage à l'échelle, s'il est bloqué jusque maintenant, et ce qui est difficile, c'est, je prends un exemple qu'on a bien utilisé, c'est, vous voyez donc dans tous les logiciels de software, par exemple, il y a tout le milieu startup. On va créer un produit, par exemple, admettons un calendrier. Ce calendrier va être racheté par un gros géant de l'industrie du software. Ce produit qui est développé, il est directement inclus dans une infrastructure existante qui garantit son passage à l'échelle auprès de dizaines de millions de personnes. Parce que l'infrastructure existe. Dans l'innovation sociale, pour l'instant, la seule innovation sociale connue qui soit passée à l'échelle, c'est le microcrédit, inventé par Mohamed Younous. Donc pas au sens de microcrédit à la consommation, microcrédit, microcrédit comme ce qui a été inventé par Mohamed Younous et qui est régi qui a développé le modèle du social business, donc des entreprises qui créent des solutions qui sont montées pour délivrer une solution à une problématique sociale ou environnementale qui n'est pas couverte par l'État et qui n'a pas de dividendes. Tous les profits sont injectés au sein de l'entreprise pour soit garantir de la création d'emplois, soit d'autres entreprises sociales pour d'autres problématiques à régler. Et donc du coup, là, on l'a vu justement notamment en travaillant sur toute la thématique des réfugiés et soit des organisations citoyennes, soit des associations, soit des entreprises sociales qui travaillent en fait sur le terrain à délivrer des solutions qui n'étaient pas délivrées par l'État, qui n'étaient pas délivrées par des grandes ONG. Le grand enjeu qu'on voyait, c'était justement comment est-ce qu'on améliore la communication en fait déjà entre ces innovations qui se créaient sur le terrain et les gouvernements, des commissions et les grandes ONG internationales, pour justement permettre que ces innovations puissent passer à l'échelle et puissent être déployées dans d'autres cadres, puissent servir à autre chose. Je prends un exemple super concret, c'est dans un des épisodes, comment est-ce que du coup on délivre l'information, par exemple dans les camps. C'est un exemple en fait justement qui se passe à Calais, dans la jungle. Et c'est très bête, mais c'est un van tout équipé justement pour délivrer le Wi-Fi avec des routeurs dans les camps, qui permet en fait justement à n'importe qui d'avoir accès à l'information, qu'est-ce qui se passe, de télécharger des cours en ligne, de pouvoir apprendre la langue, de pouvoir s'enseigner sur les nouvelles législations qui sont passées ou pas. Ça, en fait, des initiatives comme ça, il y en a partout. Le problème, c'est qu'en fait, elles sont ni soutenues, en fait, justement, parce qu'il n'y a pas encore justement l'infrastructure financière
Et donc du coup, comment est-ce qu'on va pouvoir flécher des budgets, comment on va pouvoir flécher de l'épargne justement sur cette innovation, tout en s'appuyant sur l'administration publique ou étatique ou autre pour justement la faire appliquer. Et de plus en plus, on voit, et c'est ça qui est assez... Enfin, c'est vrai justement, tu le disais tout à l'heure, mais la France, c'est un terrain comme... Nous, c'était plutôt dans le plateau d'avant, je ne sais plus. C'est pas grave, Mais ça va nous arriver. Non, voilà, mais que la France était quand même un pays assez propice justement pour faire du partenariat entre des entrepreneurs sociaux et l'administration publique. On a pu le voir avec justement le programme La France s'engage, qui était quand même, genre, pour le coup, assez exceptionnel partout dans le monde. C'est 50 millions d'euros, donc pour faire passer à l'échelle des innovations sociales avec ce fonds, justement, et deuxièmement, justement, le fait que ces innovations s'appuient sur l'administration française pour aller dans les territoires. C'est quelque chose qui est quand même, en termes justement de partenariat et de création d'infrastructures pour répliquer des innovations sociales et environnementales, c'est une belle avancée là-dessus. Voilà, je n'ai pas répondu sur Make Sense, mais je trouvais que c'était hyper intéressant. C'est bien de l'ouvrir plus largement, bien sûr. Et ce qui se passait en fait là-dessus, et sauf qu'il y a et quand on le voit justement dans la... Et c'est des choses qui font peur, parce que je pense que c'est normal, mais il y a quand même pas mal de craintes sur comment on fait justement pour que les grands enjeux, en fait, justement, ces fameux 17 objectifs du développement durable, si on veut qu'ils soient résolus d'ici 2030, il y a un énorme travail de fond à faire sur comment est-ce qu'on fait en sorte de soutenir ces entrepreneurs sociaux qui sont très agiles, qui vont très vite, mais qui du coup manquent énormément de moyens d'infrastructure, et comment on crée aussi les passerelles vers les organisations qui, eux, ont les moyens de justement, et qui ont cette infrastructure pour les faire passer à l'échelle. Et typiquement, sauf que les craintes, en fait, il y a des craintes qui sont cristallisées autour de ça, parce que pour des organisations non gouvernementales, on va vers une privatisation, par exemple, de l'humanitaire, ce qui n'est pas le cas. On peut bien le voir, en fait, justement, que ce soit avec de l'économie sociale et solidaire ou dans l'entrepreneuriat social, c'est pas du tout vers une privatisation, justement, de se faire de l'argent sur une problématique socio-environnementale. Loin de là. C'est de créer des modèles économiques sains, pérennes, tout en apportant une réponse à des problèmes qui n'ont pas de solution jusqu'à présent. J'étais trop long encore. Merci. Non, pas du tout. Merci, mais Merci c'était bien de beaucoup. vous entendre. Merci à tous les trois.